Bonsoir à tous et bienvenue dans nos émissions dédiées à votre orientation, les Super Talks. Depuis maintenant quelques semaines, vous connaissez le concept. Chaque semaine, nous abordons un nouveau sujet d'orientation. En l'occurrence, ce soir, la question de l'orientation dans les métiers de la banque et de la finance. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en partenariat avec l'école l'ISC Paris, école de management et de commerce, donc basée à Paris. Donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas, comment s'y former, comment éviter les pièges par rapport au recrutement. Bref, toutes ces questions, nous allons les aborder ce soir avec nos deux intervenants. Donc justement, nos deux intervenants de ce soir, bonsoir à tous les deux. D'abord, Jamie Smith, bonsoir Jamie. Vous êtes le responsable du programme Bachelor au sein de l'ISC Paris. Oui, c'est ça. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Et Eric Torres, bonsoir Eric. Vous Bonsoir êtes Anthony. un professeur pardon, de finance au sein de l'ISC Paris. Oui, tout à fait. Et par ailleurs, je m'occupe d'un OMSC au niveau de SASP Finance. Parfait. Vous allez nous aborder tout ça durant cette petite heure d'émission avec nous. Alors juste deux chiffres pour commencer, pour démarrer cette émission. En termes d'employabilité, la banque, c'est 40 000 emplois en 2022 en France et la finance, c'est 22 000 emplois pardon, en 2022. Donc comme je le disais en introduction, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas? On va voir tout ça ensemble, à commencer par tout simplement le premier cliché en fait qui nous apparaît dans l'inconscient collectif lorsqu'on parle de finance, c'est bien sûr les traders de la City de Londres ou des films comme Le Loup de Wall Street. Et j'aurais voulu peut-être qu'on aborde avec vous peut-être Jamie en premier la question de la définition de la finance par rapport à la comptabilité. Une question qui nous a été beaucoup posée lorsqu'on a préparé cette émission, puisque vraisemblablement les deux mots valises sont un peu... ils ont du mal à être définis l'un par rapport à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence, s'il vous plaît? Oui. Je pense que la finance, c'est plus le côté banque. Et pour toutes les entreprises, ils ont besoin de comptabilité. Par contre, les entreprises ont besoin de finance aussi pour les ressources, pour tourner les investissements, etc. Mais dans le monde académique, je suis bien dedans. On sépare les deux cours. On a des cours de finance d'un côté et les cours de comptabilité d'un autre. Mais les deux sont complémentaires. Et par exemple, dans notre bachelor, en première année, les étudiants, ils ont des cours de finance, introduction à la finance, mais aussi des cours d'introduction à la comptabilité. Et on peut, pendant le programme, être de plus en plus spécialisé dans les deux. Très bien. Par rapport au niveau simplement de la banque, est-ce que ça veut dire que dans le milieu bancaire, il y a plus un aspect commercial, une relation clientèle, alors que la comptabilité serait quelque chose de peut-être plus juridique? Euh, c'est vrai, je pense. Mais même dans la finance, il y a le côté commercial avec les clients et comme on dit en anglais, le B2C, le business de clients. Mais il y a aussi beaucoup de financement entre les entreprises, et beaucoup de travail, on peut dire back-office. Donc, on peut exagérer, mais il y a quand même plus de côté commercial dans le monde de finance. Oui. D'accord. Et au niveau de la diversité des métiers de la banque, est-ce que vous pourriez, alors sans non plus nous faire un inventaire à l'après-vert, mais peut-être nous énumérer un petit peu les différents panels de ce métier? Parce qu'encore une fois, on a beaucoup d'images d'Épinal dans notre inconscient collectif en termes de banquier, que ce soit par notre expérience propre où on a justement un accès avec un guichetier. On s'imagine parfois des grands banquiers d'affaires dans les banques telles que la Banque Lazare ou que sais-je, mais il doit y avoir une pluralité pardon, des différents métiers, non? Bien sûr, je vais donner mon opinion, mais je vais aussi passer la question un petit peu à Eric, dans le sens qu'il est un peu plus près des métiers que moi-même. Mais dans la banque, il y a le côté détail pour des clients. Il y a le côté investissement. En fait, j'ai le vocabulaire en anglais, donc j'hésite un petit peu. Mais investment banking, c'est-à-dire ça c'est un plus haut niveau et a beaucoup de produits. Mais comme toute industrie, on est dans une transformation numérique actuellement qui secoue le secteur de banking.
Et il y a beaucoup de startups, beaucoup de fintech. Il y a même des menaces des grands groupes de GAFA. Apple Pay est une réussite. Je pense que Google et d'autres ont des intentions et des stratégies d'entrer dans le secteur, même si ce n'est pas forcément vrai cette année, mais ils ont des ambitions. Donc, c'est un secteur très dynamique, mais il y a des occasions pour les jeunes quand même. Ouais. Alors justement, puisque le thème de l'émission, c'est à la fois la banque et la finance, peut-être plus pour vous, Eric, puisque vous êtes professeur de finance au sein de l'ISC Paris, concernant la finance en tant que telle, Jamie a commencé à l'évoquer, hein, c'est quelque chose qui est plus orienté entreprise que particulier, c'est bien cela? Alors, je vais nuancer les propos si vous me le permettez. Bien sûr, vous êtes là pour ça. Et je dirais simplement que la finance concerne avant tout ce qui est opération de financement et d'investissement. C'est-à-dire que avant de faire des investissements, il faut les financer, d'accord? Soit effectivement en générant de la dette, hein, c'est-à-dire que on se fait financer par des banques, par exemple, où on essaye de lever des capitaux. Hein, ça, typiquement, ça peut être le fait de lever des actions pour se financer. Et une fois, effectivement, et je parle d'une entreprise, hein, une fois qu'on a une entreprise, qu'on a pu avoir accès à du financement, les banques permettent le financement, on va potentiellement investir. Hein, et donc, effectivement, pour revenir rapidement sur les trois grands métiers de la banque, on a la banque de détail, hein, c'est celle des particuliers et des entreprises. Il y a tout ce qui est banque privée et asset management, hein, c'est la gestion privée, la gestion d'actifs, typiquement. Et enfin, il y a les banques de marché, ce qu'on appelle en anglais corporate and investment banking. Hein, c'est les trois grands piliers de la banque. Et donc, voilà les grandes différences qu'on peut faire et qui me paraissent essentielles, de manière très synthétique, évidemment. Très bien. Une autre question qui nous avait été beaucoup posée lors de notre classe test pour préparer cette émission, c'était est-ce que la finance est quelque chose qui est résolument tourné à l'international? Alors, la finance internationale, oui, mais toute la finance n'est pas la finance internationale. Oui, on peut faire de la finance franco-française. Alors, je ne vais pas répondre de cette façon-là, si vous me le permettez. Je vais simplement dire deux choses, en fait. En France, et c'est ce que disait un peu Jamie tout à l'heure, on a tendance souvent à distinguer finance de marché versus finance d'entreprise. La finance de marché, qu'est-ce que c'est? C'est la finance qui concerne les marchés financiers, la bourse et bien évidemment les banques. Hein. Et la finance d'entreprise, c'est la finance effectivement qui concerne les entreprises via leur direction financière, les directions financières incluant à la fois contrôle de gestion, comptabilité et, je dirais, trésorerie, pour faire très simple. Mais du coup, ce que j'entends dans ce que vous dites, ça veut dire qu'on est quand même sur un jumelage avec le domaine juridique, non? Alors, on peut y venir aussi, effectivement. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus via tout ce qui est régulation et ce qu'on appelle le normatif dans la banque. Hein. Alors, le normatif, c'est quelque chose d'absolument classique. C'est la réglementation bancaire, typiquement. C'est les sujets de conformité qu'on a depuis quelques années et qui sont assez subtils, je dirais. C'est ce qu'on appelle en anglais la compliance. Et donc, on pourrait même aller jusqu'au droit boursier, qui est une spécialité effectivement à la fois juridique et du droit. Le droit boursier, c'est le droit qui régule toutes les opérations de bourse, typiquement. Très bien. Jamie, est-ce que vous voulez peut-être compléter un petit peu? Oh, je peux essayer. Donc, je pense toujours à des cours qu'on propose et les tendances depuis un peu d'années, c'est effectivement plus d'éthique dans l'enseignement de finance et comptabilité. On est très sensible à ça et la responsabilité sociale. Et peut-être une tendance qu'on n'a pas tout à fait intégrée dans le cours pour l'instant, mais tout le côté écologique et le financement de transition écologique, c'est vraiment un grand sujet pour toutes les entreprises et toutes les banques. Et je pense que le monde académique a besoin de rattraper un petit peu rapidement parce que c'est quelque chose qui est devenu plus urgent pour les entreprises. Mais le monde académique est toujours un petit peu derrière cette tendance.
Très bien. Et vous faites une transition toute trouvée, je vous en remercie, puisque je voulais vraiment qu'on aborde aussi l'avenir de ce secteur, entre la digitalisation et les nouveaux usages, que ce soit les néobanques, que ce soit les applications, le fait qu'on n'aille plus aussi souvent physiquement dans son agence. Vous l'évoquiez tout à l'heure, les GAFA qui s'attaquent au marché de la banque, avec notamment Apple Pay, qui ont en plus des capitalisations boursières absolument considérables. Ils pourraient eux-mêmes fonder leur propre banque. Le micro-trading également. Est-ce que vous pourriez tous les deux nous évoquer un petit peu ces sujets et comment ça transforme à la fois le métier et par ricochet en fait les formations que vous proposez au sein de l'ISC Paris? Oui, Je vais commencer. Ah, pardon. Voilà. Je cède le place Eric, je vous en prie. Eric pour ça. Oui, je veux bien commencer sur les aspects de la transformation et peut-être qu'effectivement, Jamie pourra répondre ensuite sur l'aspect formation qu'on propose en regard de cela. Mais vous avez dit plusieurs choses, pour le coup, Anthony, et donc je vais reprendre dans l'ordre. Vous avez parlé des néobanques en particulier, et effectivement, les néobanques, ce sont des banques directes, c'est-à-dire des banques qu'on utilise, auxquelles on a accès par Internet, et ça a changé pas mal de choses dans le paysage bancaire. Il faut savoir que la plupart des 5 grandes banques françaises aujourd'hui ont leur néobanque, Leur propre néobanque, c'est-à-dire leur banque directe, oui. à côté des néobanques. Les néobanques, de mon point de vue, il y en a 2 auxquelles je pense, hein, c'est N26 et Revolut. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais c'est les plus connus de mon point de vue. Mais toutes les grandes banques françaises ont des banques directes, et c'est ça qui est assez amusant, qui d'une certaine façon sont en concurrence avec leur banque de réseau traditionnelle, c'est-à-dire la banque de détail. Et donc, c'est ce qui est un peu nouveau, et d'où le fait que les agences de détail se réorganisent. Il y en a de moins en moins d'ailleurs, hein, on en a supprimé un certain nombre. Effectivement, elles ferment de plus en plus leur agence physique parce que les gens vont de moins en moins physiquement au contact de leur banquier. En même temps, ça veut dire qu'on n'a pas forcément, j'allais dire, réponse à tout via la banque directe. Et l'idée qui est derrière, c'est que dans certaines banques, on a décidé de faire monter le niveau de compétences, effectivement, des chargés de clientèle. Parce que vous pouvez effectivement avoir envie de vous déplacer pour un niveau de service un peu plus élevé. Et là, ça change un peu la donne. Et ça veut dire que le métier, selon vous, est quand même en train d'évoluer pour être de moins en moins technique au profit d'un aspect plus commercial, plus relationnel? Ah, c'est pas ce que je dis. Non. C'est peut-être le contraire d'une certaine façon. C'est que on va vouloir effectivement rencontrer, j'allais dire en face-to-face, en direct, son chargé de clientèle, si effectivement il est capable j'allais dire, de dérouler des problématiques assez épineuses, assez subtiles. D'accord. Tandis que le reste, on peut le faire en ligne sans problème. Effectivement, la plupart des jeunes, et même, j'allais dire, même nous, où la plupart des Français aujourd'hui sont capables de faire des opérations, j'allais dire, sur un site Internet, consulter au moins leur compte, y compris sur leur mobile, etc., et faire éventuellement un virement, voire faire un peu de trading online. Ça se fait aussi. Bon, c'est un peu plus spécialisé, mais je pense que beaucoup de Français aujourd'hui sont capables de gérer des opérations de base online. Et du coup, justement, vous parliez en fait de ces applications de trading qui sont de plus en plus populaires. Vraiment, on les voit à la fois sur Internet, à la télé, des publicités pour ces applications. Déjà, de votre point de vue, est-ce que ça rencontre un vrai succès ou c'est plus un phénomène de mode? Alors, c'est une question délicate en réalité, et je suis peut-être pas la bonne personne. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avant de devenir académique et de passer un doctorat à Dauphine il y a quelques années, j'ai travaillé effectivement en tant que conseil et auditeur, et il se trouve que j'ai servi l'autorité des marchés financiers. D'accord. Donc, je suis un petit peu déformé au sens où la régulation est importante pour moi. Et effectivement, ce à quoi vous faites allusion, c'est le trading online. Vous avez parlé tout à l'heure d'ailleurs du micro-trading. Le micro-trading, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est du trading intraday, c'est-à-dire on fait des opérations de trading dans la journée. C'est relativement risqué parce qu'on va jouer sur de la volatilité, ce qui est intéressant quand on veut faire de la spéculation et avoir des rendements relativement élevés, mais il y a du risque et je dirais c'est pas
c'est pas à mettre entre toutes mains. Donc, effectivement, il y a une source de business d'un certain nombre d'opérateurs que je ne vais pas citer Oui. qui proposent du trading online, mais attention, ça peut être relativement risqué pour le coup, voire dangereux. Mais est-ce que vous, par exemple, au sein de l'ISC, vous formez à ces nouveaux usages, ces nouveaux métiers? Euh, les nouveaux métiers, oui, dans le sens que on a des cours de transformation digitale pour des secteurs différents. Je constate aussi que 15% de nos contrats d'alternance sont en banque et finance. Et donc, ils sont dans les banques pendant les études et vivent toutes les actualités de métier. Aussi, chez nous, chaque étudiant fait un stage chaque année, minimum de 2 mois, et c'est autour de, ça dépend de quelle année, mais entre 12 et 15% en soit finance ou comptabilité. Et donc, c'est un grand sujet de transformation digitale, mais c'est présent dans les cours tout de même. Très bien. Une autre question qui nous avait été beaucoup posée, qui va en fait dans le sens de ces nouveaux usages et de nouvelles technologies comme les applications, notamment pour les particuliers. Est-ce que en fait il y a de plus en plus de gens formés à l'informatique qui travaillent dans le monde de la banque? Oui. Oui, c'est inévitable. Tout le système bancaire et finance est dans le cloud. Hein. Donc, Et est-ce que ça veut dire que vous aussi, quand vous formez des futurs banquiers ou des futurs professionnels de la finance, vous aussi vous poussez en fait à avoir des connaissances en IT, en informatique, pardon, élevées? j'hésite à dire élevé. Oui, Nous sommes une école de management oui, et on enseigne des fonctions et des métiers, mhm, finance, mais aussi d'autres. Mais on n'est pas une école, on va dire, technique. oui, Et donc, c'est faux de dire on enseigne un niveau informatique de haut niveau. Non, on enseigne des Excel et d'autres outils de base qui mhm. sont primordiaux. Et ça, c'est très opérationnel et c'est des compétences très recherchées. Mais en utilisant Excel, on ne peut pas dire que c'est de Oui, haut niveau. on n'est pas sur de la très haute technicité, C'est un effectivement. outil, c'est pas l'informatique. Et il y a une raison fondamentale aussi, hein, qui est peut-être un peu franco-française en termes d'organisation des études dans notre pays, c'est que, Anthony, quand on va vers de l'informatique comme ça, c'est plutôt l'apanage des écoles d'ingénieurs, objectivement. D'accord. Et donc, et effectivement, dans des écoles d'ingé, on peut aller sur des niveaux où on va mélanger informatique de haut niveau et finance, mais c'est particulier. C'est pour former des quants, ce qu'on appelle des quants, typiquement, et c'est pas l'objet de la plupart des écoles de commerce. Très bien. Justement, je voulais vous faire rebondir, Eric, puisque vous mentionniez un petit peu précédemment que vous avez un doctorat euh, à Paris Dauphine. Une question qui nous a été beaucoup posée aussi, quand on veut travailler dans le monde de la banque ou de la finance, quels sont les niveaux d'études nécessaires? En gros, est-ce qu'on peut... Parce que le sujet de l'émission de ce soir, c'est vraiment le bachelor banque et finance qui est proposé à l'ISC Paris. Mais vous allez au-delà, hein, vous allez jusqu'au master, et puis après, il y a la possibilité d'aller jusqu'au doctorat. Est-ce que selon vous deux, mais d'abord commençons par vous, Eric, il est possible en fait d'envisager une carrière dans la banque, voire même dans la finance, avec un bac plus 3, un bachelor? Alors aujourd'hui, complètement, effectivement, pour Oui. certains types de postes, c'est tout à fait envisageable. Maintenant, on a vu qu'il y avait plusieurs métiers tout à l'heure, Mm. et je fais vraiment une différence, comme je le disais, entre la banque de financement et d'investissement, la gestion d'actifs ou la banque de détail. Dans la banque de détail, un bac plus 3, ça suffit. Dès lors que vous avez été sensibilisé de manière sérieuse à la finance et à la banque. Évidemment, pour certains types de métiers, là, effectivement, on va vous demander, notamment, je reviens à l'idée des jobs de Kant, Mm. là, il faut être bon à la fois en maths, en informatique et en finance. Et donc, il y a quelques rares formations qui permettent ça. Il y en a à Dauphine, effectivement. Et puis sinon, c'est surtout les écoles d'ingénieurs Oui. pour ce type de job. Hein. Et Faut être même honnête. avec un Hein. bac plus 3, il est possible ensuite d'avoir une évolution professionnelle et salariale au sein d'une même banque. Ah, complètement. Ouais.
Complètement. Alors, en général, ce que font les Bac+3, c'est que, en tout cas, ceux qui démarrent, et c'est vrai que beaucoup de nos étudiants de bachelor continuent au sein de l'ISC ensuite. Mais ceux qui veulent absolument, j'allais dire, démarrer après un bachelor dans la vie professionnelle, rien ne les empêche plus tard de revenir à leurs études pour un complément de formation. Très bien. Jamie, est-ce que vous voulez peut-être un peu compléter sur cette histoire de Bac+3, Bac+5, les évolutions salariales et professionnelles? Oui, bien sûr. Donc, chez nous, 80% de nos diplômés en bachelor sont dans la poursuite des études. Ok. Mais le 20% qui reste, ou on va dire 17% en réalité, ils trouvent du travail. C'est Bac+3, donc ça peut être chargé de facturisation, ça peut être adjoint de contrôle de gestion, etc. Mais le salaire, c'est, je dirais, entre 8 et 10 000 de moins que niveau master. Et si vous avez le master, vous pouvez accélérer, à mon opinion, plus rapidement. Et peut-être l'insertion, c'est déjà un niveau un petit peu plus haut. Par contre, je ne veux pas être trop négatif de entrer dans le monde du travail à Bac+3. On peut toujours faire un master plus tard dans la vie. C'est vrai. Et ça peut être financé par votre employeur, par exemple. Donc, il y a des arguments. Dans les deux cas, on étoffe le CV, soit avec l'expérience, ou soit avec un diplôme de Bac+5. Très bien. J'aurais voulu vous faire rebondir sur une question là aussi qui nous avait été beaucoup posée lorsqu'on a préparé cette émission, c'est la relation entre banque et assurance. Beaucoup d'écoles proposent un diplôme bachelor ou master banque et assurance. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes métiers, mais c'est vrai que, par exemple, l'essor des banques mutualistes, le Crédit Agricole, Crédit Mutuel, font qu'il y a une espèce de jonction en fait entre les deux. Encore une fois, ce ne sont pas du tout les mêmes métiers, mais malgré tout, est-ce que vous préparez un petit peu les jeunes qui sont chez vous à l'ISC Paris dans les bachelors banque et finance au métier de l'assurance, ou c'est vraiment quelque chose qui est à part selon vous? Je pense à un cours qu'on a dans la spécialisation en troisième année, banque et assurance. Mais à mes connaissances, c'est le seul cours avec assurance dans le bachelor. Donc, on touche le sujet, mais on n'a pas du tout une spécialisation dans le monde de l'assurance. Bien sûr. Et selon vous, Eric, il y a vraiment une spécificité propre à l'assurance? Alors oui, et j'ajouterais, pour rajouter à ce que vient de dire Jamie juste avant, c'est qu'effectivement, au niveau d'un bachelor, il y a des choses qu'on ne peut pas tout aborder. C'est 3 ans d'études, hein. On n'est pas sur un Bac+5. Hein. Par contre, l'assurance, il y a vraiment une spécificité, il faut le dire. C'est un métier particulier. Alors, c'est vrai que, et c'est pas récent, ça fait quand même un paquet d'années qu'on parle de banque assurance. C'est un concept, ça existe, puisqu'effectivement, il y a des banques qui font de l'assurance et il y a des compagnies, j'allais dire, d'assurance qui se sont mis plus ou moins à la banque. Mais c'est bien commode, effectivement, comme vous l'avez dit, dans un master, de vendre à la fois de la banque assurance. Maintenant, je crois que si on veut de sérieux, c'est difficile de faire correctement les deux, même à ce niveau-là. Il y a un moment, il faut quand même choisir son camp. Et donc, les métiers déjà de la banque en tant que tels sont tellement riches et diversifiés qu'il faudrait plusieurs vies pour aller dans le fond des choses, rien qu'en restant dans la banque, vous voyez. Mais ça veut dire que selon vous, il faudrait déjà choisir à l'entrée de la première année la banque ou l'assurance, ou on peut partir sur un bachelor un peu général et cette spécificité apparaît après à l'entrée au master? C'est un petit peu ce que je suis en train de dire, parce qu'en réalité, mais Jamie confirmera, notre bachelor, il est d'une certaine façon assez généraliste sur ces endroits-là. C'est un peu normal. Et effectivement, l'idée typiquement des masters, et a fortiori en Master 2, hein, je précise bien, a fortiori en Master 2, c'est de se spécialiser. Très bien.
Une question aussi qui nous avait été beaucoup posée, désolé, je vous fais toujours beaucoup rebondir sur des questions, mais ça nous a vraiment aidé à construire cette émission. C'était, selon vous, est-ce que le métier a changé, notamment dans son image? Il y a eu quelques scandales, l'affaire Kerviel, qui a fait que quand même l'image du banquier n'est pas toujours très positive. J'évoquais en introduction le film Le Loup de Wall Street, qui n'est pas très moral non plus. Et tout à l'heure, Jamie, vous évoquiez l'idée en fait d'une finance participative, en fait, d'une recherche d'éthique. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez en fait dans les nouveaux usages, dans les nouvelles pratiques, à la fois des professionnels, mais également des étudiants qui rentrent chez vous? Oui, carrément. Il y a un changement. Je pense que c'est le crise au scandale de Lehman Brothers. C'était 2007 ou 2008. 2008, de mémoire, ouais. Oui. Et depuis, autant qu'académique, j'ai constaté une différence avec les accréditeurs des écoles de commerce, avec on va dire, les besoins de ce que les entreprises cherchent. On a changé le schéma pédagogique dans ce sens. On a introduction à éthique en première année. On a finance responsable en troisième année. Et donc, c'était vraiment un changement de métier et de connaissances même. Et donc, ça reste un sujet très important. Et personne ne veut revivre ce qu'on a vécu là avec les scandales. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de scandales, mais il y a beaucoup plus on va dire, de précautions. Et pour nous, dans le monde académique, on a bien intégré les choses. Et je pense que c'est mieux reçu par les étudiants. Je me souviens, il y a 10 ou 12 ans, un cours d'éthique, les étudiants, bon, c'est quoi ça? C'est ennuyeux. Mais maintenant, ils sont à l'écoute, ils ont compris que c'est important. Et tout ça, c'est très positif. C'est un besoin que tous les parties prenantes, on en a. Eric, de votre point de vue, vous confirmez également cette recherche d'éthique, ce besoin de quête de sens, même dans le milieu bancaire? Alors, je dirais, dans la banque finance au sens large, oui, notamment avec, on n'en a pas parlé, mais le microcrédit, c'est quelque chose qui existe quand même depuis pas mal d'années. Si on est sur des années plus récentes, ce qui se fait de plus en plus, hein, c'est la notion de green finance. Oui. Hein, alors, ça peut être fait sérieusement, je dirais. Peut-être que vous pourriez définir ce terme qui n'est peut-être pas connu de tous. Bah, le green finance, et je pense, via notamment des hedge funds ou des sociétés de private equity, hein, qui sont des gros investisseurs, hein, pour faire très très simplement à l'économie. Eh bien, l'idée, c'est, par exemple, il y a des fonds éthiques. Il y a des fonds éthiques et qui décident très clairement d'investir dans des sociétés qui répondent à des critères ESG, c'est-à-dire qui sont effectivement socialement responsables et qui ont des visions écologiques d'une certaine façon. Et donc ça, c'est quand même assez nouveau et donc dans certains cas, c'est fait sérieusement. Dans certains cas. Oui, bah, écoutez, la nature est ainsi faite, hein, bien sûr. Mais il y a des acteurs effectivement de marché et des acteurs bancaires qui sont sérieux sur ces sujets et ça c'est plutôt rassurant. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir parce que c'est lié à ce qu'on est en train de parler. Il y a quelques films, hein, puisque vous avez parlé du Loup de Wall Street et je pense que c'est intéressant de faire participer nos interlocuteurs sur quelques références. Il y a Margin Call. Qui est un film assez classique hein, sur le monde de la finance. Il y a The Big Short qui est aussi tout aussi classique. Inside Job, hein, oui, c'est trois films classiques qu'il faut absolument voir si on est intéressé par le monde de la finance et de la banque. Très bien. Et du coup, là, on a bien brossé un petit peu ce que c'est, ce que ne sont pas, pardon, les métiers de la banque et de la finance, quels sont un peu les tenants, les aboutissants. Imaginons que les jeunes qui nous regardent sont intéressés, en fait, pour s'informer encore un petit peu plus pour une formation dans les métiers de la banque et de la finance. Je le disais bien sûr en introduction, l'ISC Paris, école partenaire de cette émission de ce soir, propose une formation. Quels sont les critères qui vont être regardés par l'ISC Paris pour intégrer un bachelor banque et finance? La première question qui arrive, évidemment, ça vous l'attendez tous, la question des maths.
Est-ce que ça veut dire que parce qu'on va bosser dans la banque ou dans la finance, on est forcément bon en maths au lycée? En un mot, je dirais non, mais Très bien. il faut faire attention. Il faut faire attention tout de même. Au même temps, bien entendu, si vous êtes très fort en maths, ça C'est va toujours un vous plus. aider énormément dans une carrière de finance. Ça, c'est normal. Mais il y a beaucoup de métiers dans la banque et la finance, souvent avec des compétences de communication, des compétences de gestion de crise, et gestion de stress, et gestion de la situation, des projets, notamment le management de projets. Donc, si vous êtes fort en mathématiques, tant mieux. Si vous n'êtes pas fort, c'est pas une raison définitive de ne pas chercher une carrière en banque ou finance. Non. D'accord. Eric, vous confirmez? Oui, oui, je suis d'accord avec Jamie. C'est vrai que et on pourrait même rajouter les carrières commerciales. Dans les Oui. carrières commerciales, C'était ma question qui suivait, donc vous me faites des transitions parfaites. Allez-y, je vous en prie. voilà. Donc dans les carrières commerciales, effectivement, il faut savoir compter. Bon, c'est déjà pas mal et connaître ses règles de 3 et les pourcentages, mais aller sur des choses assez pointues. Non, encore une fois, un commercial dans la banque, on lui demande pas d'avoir un job de quantitative analyst ou un job de quant, tout simplement. Mm, Hein, voir faire du trading, c'est pas tout à fait les mêmes métiers quand même. Hein. j'entends Ou bien. alors un job en risque, effectivement, le risque dans la banque à un certain niveau, ça peut être très très mat, Mm, comme l'est le pendant dans l'assurance, puisque vous avez parlé oui, d'assurance tout à l'heure, qui s'appelle l'actuariat. oui. Là, on est sur des carrières, effectivement, pour le coup, là, je prends le contre-pied relativement pointu en mathématiques et en informatique. Mais je me disais justement que bah, les métiers de la banque et de la finance sont des métiers où on a besoin d'une rigueur quand même intellectuelle et d'une méthodologie. Et c'est vrai que pour certaines écoles, les notes de mathématiques au lycée peuvent faire transparaître justement cette rigueur, cette méthodologie de l'élève. Pour vous, au sein de l'ISC, ça n'est pas discriminant d'avoir des notes, alors mauvaises, n'exagérons pas, mais juste moyennes. Euh, je dirais, vous n'êtes pas exclu avec les notes moyennes en mathématiques chez nous. Très Si bien. les notes sont basses, Non, là, d'accord, on est bien sûr. là, Oui, à un moment, peut-être c'est pas le métier bien sûr. de chercher. Mais vous ne cherchez Mais pas un 15 de moyenne pendant tout le lycée, quoi. oui, 14 ou 15, C'est plus que bien. vous pouvez avancer sans problème. Oui. Très bien. L'autre matière qui est beaucoup regardée, enfin qui est beaucoup focus par les jeunes pour rentrer éventuellement d'une carrière de banque et finance, c'est toutes les options, les spécialités en SES, sciences économiques et sociales. Est-ce que pour vous, tous deux en tant que professionnels au sein de l'ISC Paris, c'est quelque chose d'important que vous regardez lors du dossier d'admission? Euh, Bah, c'est un petit peu la même réponse que pour la mathématique. Ça peut être utile et une bonne base, Hmm, mais je trouve moi-même que c'est pas au lycée qu'on apprend la comptabilité ou la finance ou même tous les cours qu'on enseigne chez nous. Donc, c'est pas du tout une exclusion si vous n'avez pas suivi cette spécialité. parcours au lycée. Non. D'accord. Pour vous, Eric, c'est la même chose. Bah, je remettrais même une petite couche pour dire que en France, pour des raisons historiques et culturelles, je pense, hein, l'économie, enfin ce qu'on appelle effectivement les sciences économiques en terminale, c'est avant tout de la sociologie ou j'allais dire quelque chose Ou qui les a grandes à voir théories? avec le sociétal plus que de l'économie vraiment. Oui. L'économie vraiment, de mon point de vue, très clairement, on en fait dans le supérieur et c'est typiquement de la macroéconomie ou de la microéconomie. Et Et le donc, fait, par exemple, qu'un jeune ait été sensibilisé aux théories keynésiennes, aux 5 phases du cycle de Schumpeter ou que sais-je, pour vous, ça n'est pas forcément si important que ça pour rentrer dans une formation telle que celle-ci. alors encore faut-il qu'il ait vraiment bien été et Oui, qu'il ait vraiment bien compris. c'est vrai. Parce que voilà, ça peut être relativement pointu Mm. ce que vous dites et je pense qu'ils font beaucoup de choses qui s'apparentent plus de mon point de vue à des aspects sociétaux. Euh,
voire sociologique, que vraiment de l'économie. Donc, pour résumer ce que disait mon collègue précédemment, en tout cas de mon point de vue, là je parle vraiment à titre personnel, je pense que c'est pas trop gênant qu'un étudiant ait pas fait beaucoup de sciences éco avant de rentrer en école de commerce. Très bien. Et d'ailleurs, point pratico-pratique, en fait, quand on fait ce genre d'études, le parcours de mathématiques, c'est quoi? C'est des probabilités et des statistiques essentiellement? Vous parlez au niveau bac ou Non, au-dessus? non, je parle de votre bachelor, en fait. Le parcours, le cursus de maths, c'est essentiellement focus sur les probabilités et les statistiques? Oui, oui, on a des cours de statistiques dans le bachelor. Ou effectivement, dans quelques cours, notamment de finance, on a besoin des formules et une certaine aisance avec Excel. Mais on n'enseigne pas beaucoup de mathématiques chez nous. D'accord. En gros, on enseigne la statistique. Un peu de maths financière, je pense aussi quand même. Ouais. Oui. D'accord. En tout cas en bachelor. Ouais. Alors du coup, Jamie, c'est pour vous, parce que je pense que tous ceux qui nous regardent ont compris, vu votre accent, que vous n'étiez pas de chez nous, vous êtes un Anglais. Du coup, la question que tout le monde se pose, et on y a droit à chaque émission, c'est la question de l'anglais. Est-ce que c'est la langue de la finance et de la banque? Et est-ce qu'on est obligé d'en passer par là pour bosser dans ce genre de secteur? Je pense qu'on est bien handicapé si on n'a pas un niveau opérationnel d'anglais dans les métiers. Et même dans le monde, ou je dis le monde, même dans un parcours académique, chez nous, on a en gros deux parcours. Le parcours classique, on va dire les cours sont 70-80% enseignés en français, mais il y a un certain nombre de cours enseignés en anglais. Et on a le parcours 100% anglais. Donc, on ne peut pas éviter l'anglais. Et je pense que ça devient de plus en plus important au niveau master. Et dans le monde d'entreprise, il y a parfois la formation en anglais, il y a des missions à l'étranger, il y a des invités, il y a des systèmes de communication mondiale dans le monde de finance, donc on communique en anglais. Donc, anglais est omniprésent. Et donc, je trouve que c'est dommage si un élève est vraiment bloqué, soit pour ses études ou soit pour le monde de travail à cause de ça. Donc, l'anglais est très important. Et du coup, ça se passe comment par rapport aux formalités d'admission au sein de l'ISC Paris? Vous leur demandez un TOEFL, TOEIC, vous leur faites passer votre propre niveau examen d'anglais? C'est ça, on a un entretien d'anglais. On regarde bien le bulletin de notes de lycée, bien sûr, mais il y a un entretien en anglais qui fait partie de notre concours pour entrer. Très bien. Et vous, Eric, pareil, vous estimez que l'anglais est absolument indispensable pour travailler dans ces secteurs? Alors là, je vais être assez clair. En tout cas, dans le cas du master dont j'ai la charge pour l'aspect finance, je fais systématiquement passer des tests d'anglais aux étudiants que j'interviewe. Et effectivement, alors on n'est pas au même niveau, mais c'est pour bien marquer le différentiel quand même. Effectivement, je pense qu'un étudiant de M1, M2 qui voudrait postuler chez nous en M1, M2 justement, et qui n'aurait pas, en tout cas dans le master dont j'ai la charge au niveau de cette spé finance, qui n'aurait pas le niveau en anglais suffisant, ça peut être effectivement pour moi un motif de non-acceptation de la candidature. Pourquoi? Parce que effectivement, et c'est mon cas, et c'est pas le cas de tous les profs de finance, je tiens bien à le dire, mais 90% des cours que je les donne en anglais. Et même quand je les donne en français, mes supports sont en anglais en fait. Donc, en tout cas en M1, M2, et a fortiori dans notre exec MBA. Donc c'est un enjeu effectivement pour cette génération. Ça l'était déjà un peu pour la nôtre quelque part, mais je crois qu'aujourd'hui c'est absolument déterminant dans ces métiers-là. On va dire banque, finance, d'être très à l'aise en anglais à un certain niveau évidemment. Évidemment, si vous êtes en agence, en banque de détail, en France, bon, voilà, ça dépend des jobs. Encore une fois, faut nuancer à chaque fois, vous voyez. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des jobs en finance en France qu'on utilise très peu.
ou même pas du tout l'anglais. Donc, dans ce sens, il faut le dire. Mais Pas quand même, pour les jeunes qui nous regardent, se mettre en tête que l'anglais est quand même quelque chose de très important et qu'il faudra travailler un jour ou l'autre. Ça reste important. Bien sûr. Alors du coup, justement, la question que je voulais vous poser par la suite, c'était concernant les modalités d'inscription au sein de l'ISC Paris. Déjà, on le rappelle parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais la prochaine journée porte ouverte du site parisien, c'est le samedi 11 février prochain. Je confirme, c'est samedi 11 et tout le monde est bienvenu pour poser des questions et voir de plus près nos programmes. Première question, vous êtes sur Parcoursup? Oui, on est sur Parcoursup, bien sûr. Très bien. Et du coup, comment ça se passe en fait? Très brièvement, parce qu'on ne va pas faire une émission sur Parcoursup, mais comment ça se passe en fait? Donc ils vont s'inscrire, ils vont ensuite passer un test d'anglais, vous disiez? Il y a peut-être un oral? D'abord, il faut s'inscrire au Parcoursup et donc si vous réussissez le concours de première phase, vous êtes invité pour des entretiens à l'école, l'entretien de motivation qui se passe en français, l'entretien d'anglais. Et donc, après ça, il y a la sélection. Mais il y a bon, on est en fin janvier aujourd'hui, c'est ça. Donc, il y a des dates et des phases. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Avec Parcoursup, c'est toujours relativement tôt. Et, mais le bachelor est visé et gradé. Et c'est grâce à ça qu'on est entré en Parcoursup depuis 2 ans maintenant. Très bien. Une autre chose, c'était les spécificités en fait de l'ISC par rapport à l'alternance, par rapport à des stages ou même l'approche pédagogique que vous avez qui s'appelle l'Action Learning. Déjà, est-ce que l'alternance est disponible pour ce bachelor? Oui, on fait alternance en 3e année. Ce n'est pas disponible en 1re et 2e année. On trouve qu'il y a beaucoup de croissance en alternance, un petit peu plus que la moitié de nos étudiants en 3e année en contrat d'alternance. Le rythme chez nous, c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine de cours. Comme j'ai constaté, on a un certain pourcentage d'étudiants dans les banques ou dans la comptabilité, dans les entreprises. Et le gouvernement actuel a fait un engagement. Oui. Depuis 2 ans, il y a beaucoup d'aides, effectivement, pour ça va continuer, les entreprises à prendre des alternants. Oui, donc ça reste intéressant. Eric, selon vous, vous pensez aussi que c'est quelque chose d'intéressant, cette approche de l'alternance? Ça apporte vraiment un plus aux étudiants, au-delà de l'aspect purement financier. Est-ce qu'on le rappelle? L'alternance permet en fait aux élèves de financer leurs études et même de récupérer un petit salaire qui s'avoisine au SMIC chaque mois. Mais sur le plan purement pédagogique et professionnel, en termes d'inscription dans la vie professionnelle, pour vous c'est vraiment un plus aussi, même dans les métiers plus techniques que sont la banque et la finance? Alors, je dirais même que dans certains cas, c'est déterminant. Oui. Je suis certains étudiants dans le cadre de leur mémoire et donc étudiants qui sont en alternance. Et c'est remarquable de voir à quel point le fait de leur donner cette expérience professionnelle en interaction avec les cours qu'on leur donne leur permet d'être, j'allais dire, plus autonome d'une part, et puis d'autre part, d'arriver à prendre du recul à la fois par rapport à ce qu'ils font dans l'univers professionnel, qui est plutôt pratique, et ce qu'on fait effectivement en école de commerce, qui est à la fois théorique et pratique. Et donc, j'allais dire, l'alliance des deux est vraiment très intéressante. Très bien. Et du coup, il est temps en fait de récapituler un petit peu tout ce que l'on a dit. Le principe étant que, donc on le disait, les métiers de la banque et de la finance sont des métiers qui s'ouvrent à la fois au diplôme assez court jusqu'au diplôme très très long. Eric, avec votre bac+8, vous en êtes un parfait exemple. On a dit également que y avait quand même une vraie spécificité avec les métiers de l'assurance, donc il faut quand même savoir s'orienter suffisamment bien, même si le bachelor est en soi assez généraliste. Qu'on a quand même une vraie diversité dans les métiers de la banque, que ce soit la banque de particuliers qui sera plus orientée customer support, aspect commercial, ou la finance qui sera plus technique, peut-être plus juridique. On a
également évoqué tous ces nouveaux usages, cette nouvelle technologie qui change un peu la donne, hein, vous le précisiez, et notamment sur cette quête de sens et cette recherche d'éthique qui correspond aussi à cette nouvelle génération, mais apparemment les banques aussi s'adaptent quand même très très largement. Et puis on a également évoqué l'idée de tout simplement de comment en fait être bien recruté par ces écoles, la question de l'anglais, la question des mathématiques, des sciences économiques et sociales, qui sont déterminantes mais pas du tout handicapantes si ça n'a pas été votre atout majeur pendant tout votre lycée. Et j'aurais voulu en fait, si vous voulez bien, qu'on commence à parler un petit peu, qu'on évoque les différentes questions qui nous ont été posées. Une qui a été posée plusieurs fois pendant tout le long de l'émission, c'est est-ce qu'il est possible, peut-être pour vous Eric, puisque vous avez travaillé pour l'autorité des marchés financiers, est-ce qu'il est possible de travailler dans le secteur public? Alors, il est toujours possible de travailler dans le secteur public. Est-ce que vous pouvez préciser votre question en Je fait? pense que la question c'est est-ce qu'il y a de l'emploi dans la fonction publique quand on s'est spécialisé dans la banque et finance? Je pensais notamment peut-être à la Bourse de Paris, peut-être aux autorités de régulation des marchés financiers, bref, Ah oui, alors bien sûr, dans une autorité de marché financier ou dans des organismes de régulation, il y a des emplois tout à fait envisageables, bien évidemment. Après, encore une fois, ça va dépendre de quel parcours vous avez eu avant. C'est toujours la même chose, hein. Et donc, oui. Mais est-ce qu'il faut comprendre que si on vise un métier dans le secteur public, que ce soit la Bourse de Paris, l'autorité des marchés financiers ou que sais-je, ça veut dire qu'il faut viser un diplôme très haut? En fait, encore une fois, ça dépend ce qu'on veut y faire. Ouais. À l'autorité des marchés financiers, il y a pas mal d'économistes, par exemple. Il y a aussi des juristes. Puisqu'on est sur des problématiques, effectivement, sur tout ce qui est enquête, par exemple, hein, dans le cas d'enquêtes qui sont diligentées pour suspicion de fraude, par exemple, hein, dans certaines entreprises, par exemple. Là, vous avez effectivement des juristes, donc ça veut dire du droit potentiellement derrière, etc., etc. Ou voir l'école de la magistrature, vous voyez, donc on est sur des choses un peu différentes, mais ça dépend, encore une fois, pourquoi faire et comment. Très bien. Dans le public, quand vous dites public, pour moi, si je peux aller quand même un peu plus loin, et c'est peut-être la question qui est sous-jacente à la vôtre, c'est aller dans le secteur public quand on a fait de la banque finance, pourquoi pas secteur public au sens large. Oui. Dès lors qu'on est à l'aise avec un minimum les chiffres et la logique, ça peut servir aussi dans le secteur public bien évidemment, hein. Très bien. Une autre question qui est pour vous également. Je vous la livre telle qu'elle. Trouver son premier poste avec ou sans piston? Alors, c'est une question difficile, mais je vais répondre par une réponse littéraire, en fait. Pour ceux qui ont lu les mémoires d'Adrien, de Marguerite Yourcenar, il y a un très beau passage sur Adrien, en fait, hein, qui avait son oncle qui était Trajan, en fait, hein, qui était un César, et il était un peu pistonné, Adrien, quelque part. Mais il y a une très belle phrase de Marguerite Yourcenar pour expliquer ça. Elle dit simplement, à partir du moment où vous êtes à niveau, c'est pas forcément gênant. Hein, et donc, oui, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours du piston partout. Hein, ça, c'est vieux comme le monde. Par contre, le pistonné, il faut quand même qu'il soit bon là où on le place. Parce que sinon, il va y avoir des problèmes et ça, c'est normal. Très bien. Tout à l'heure, on a un peu évoqué cette question, en fait, mais sans rentrer dans le détail, et on a un jeune qui nous la pose, donc je vais insister là-dessus. On disait que les banques, quelles qu'elles soient, particulièrement bien sûr les banques pour les particuliers, ferment les unes après les autres, puisque avec la digitalisation, le développement des applications, les gens n'ont plus besoin de se rendre physiquement dans leur banque. Et donc la question nous a été posée, les agences ferment les unes après les autres, y a-t-il encore du travail dans ce secteur? C'est quand même une interrogation de beaucoup de jeunes, en fait. Ah, bon, là, j'ai des choses à dire. Donc, il y a, on vit dans une période de transformation, ça c'est clair et net. Et le métier change, et les postes changent, et même les employeurs changent. Hein. Mais les banques vont être toujours là, dans une forme ou une autre. Les postes sont là, il y a une demande. Mais effectivement, le poste d'être dans une branche physique de banque, il y en a de moins en moins. Mais il y a de plus en plus de postes dans des
des startups, le fintech et le banking avec des nouvelles entreprises. Donc, pour moi, c'est une période de transformation et c'est pas une question qu'il n'y a plus de postes, c'est les postes qui sont en train de changer. Qui évolue, très bien. Et enfin, une dernière question. Peut-on intégrer un bachelor après un BTS banque? Oui, Vous oui, avez des oui. admissions On parallèles à peut l'ISC? entrer notre bachelor en troisième année. Donc, un BTS en banque finance, c'est parfait. Et on peut continuer avec notre spécialisation de banque finance. Et effectivement, chaque année, il y a un certain nombre d'étudiants qui font exactement ça. Oui, oui. Très bien. Et je voulais juste vous poser une dernière question à vous, Jamie. Une question qui nous a été beaucoup posée, effectivement, traditionnellement, quand on parle de finance, on pense tout de suite à la City de Londres. Est-ce que le Brexit a beaucoup changé la donne? Est-ce qu'il est encore possible d'aller travailler en Angleterre dans la finance à la City? Oui, c'est toujours possible, mais on ne peut pas nier, c'est plus compliqué. Oui. Parce que c'est pas le free movement déjà. On n'a pas le droit automatique de travailler au Royaume-Uni avec le passeport français aujourd'hui. Il y a déjà ça. Est-ce qu'il y a des jobs à Londres? Oui, il y en a. Mais je crois que j'ai lu, on a perdu 7000 jobs en finance qui sont migrés vers l'Europe, Paris, entre autres villes. Mais il y a des centaines de mille de jobs à Londres. Donc, j'allais dire 7000, c'est pas énorme. Mais c'est facilement exagéré. Ouais. Donc, Londres reste pardon. le centre de finance le plus grand en Europe. Bien mais sûr. Il y a des secteurs dans banking et finance qui sont perdants, si vous voulez, à Londres. Ça, c'est vrai. Et justement, je me permets d'improviser une question peut-être pour vous, Eric, pour faire rebondir sur cette question de la City de Londres. Pendant des années, pendant même des décennies, en fait, la City avait vraiment eu une expertise dans les produits financiers. La place forte européenne de la finance, c'était Londres, et même à l'échelle mondiale. Hein, elle équivaut très clairement avec Singapour et New York, peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui, Londres a gardé encore une place vraiment privilégiée pour être formé dans la finance ou pour démarrer une carrière dans la finance? Est-ce que c'est un passage obligé, en fait? Alors, je dirais, compte tenu de ce qu'a dit Jamie, peut-être un peu moins qu'avant, mais ça reste, et c'est ça qui est important, en tout cas, dans l'instant, ça reste une plateforme financière importante. Et donc, c'est Londres, Paris, New York et l'Asie du Sud-Est éventuellement. Mais Londres reste, pour l'instant en tout cas, un acteur incontournable. Ça, c'est sûr. Très bien. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette émission, on est arrivé à une petite heure. Je vous laisse à chacun avoir peut-être un petit mot de la fin pour inciter les jeunes à encore plus se renseigner sur les domaines de la banque et de la finance. Peut-être à les inciter à venir vous retrouver le samedi 11 février prochain dans votre journée porte ouverte, ou même tout simplement à se rendre sur le site de l'ISC Paris. Peut-être par vous, Jamie, on peut commencer? Oui, Laurent a beaucoup résumé là, mais on a plein d'informations sur notre site web. Ça reste une filière, une option et une spécialisation, même en croissance, parce qu'on propose banque finance dans le parcours initial, mais aussi dans le parcours alternance. Donc, il y a beaucoup d'occasions chez nous. On a des bons professeurs comme Eric et on a des nationalités différentes dans la faculté et je pense que ça, c'est intéressant pour les étudiants aussi. Et aussi pour la poursuite des études. Donc, il y a plein d'occasions chez nous. Parfait. Eric, à votre tour, est-ce que vous auriez un petit mot de la fin pour finir de convaincre les gens d'aller s'orienter sur les métiers de la banque et de la finance? On y fait des belles carrières, incontestablement. Et je dirais que les étudiants qui ont envie d'international, qui ont envie de bouger régulièrement, changer de métier, etc., peuvent vraiment profiter de l'évolution qui se passe dans ces métiers actuellement. Et ça, c'est quand même très, très chouette. Et je pense qu'effectivement, au sein de l'ISC, que ça soit avec le bachelor ou les formations que vous y trouvez après, vous êtes vraiment préparés à affronter, je dirais, les marchés financiers et le monde des entreprises de manière plus large. Et ça, c'est vraiment chouette.
Eh bien, c'est parfait. Merci à tous les deux d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Vous êtes chaque semaine plus nombreux et on tenait à vous en remercier. Et nous vous disons, pardon, à demain pour une autre émission sur un sujet complètement différent, les mercredis de l'orientation. Le concept est un peu différent puisqu'on fait intervenir 2 lycéens qu'on met en résonance avec 2 professionnels. Demain, c'est sur le domaine de l'agroalimentaire. Merci à Jamie, merci à Eric, merci à vous tous et à demain. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.